aussi très jeune, en venant pas du monde de la presse et de l'édition, je crois. Donc, quand tu as créé Feuilleton, donc tu avais quel âge? 5. D'accord. Et donc, tu as dit notamment, j'ai voulu faire la revue que je rêvais de lire. Ouais. Ce qui est le cas. Ce qui est toujours le cas. Pour les deux, Oui, non, mais tu as pris le nom, tu l'as trouvé, paraît-il, en Allemagne, puisque Feuilleton, c'est le titre des pages idées et culture dans la presse allemande. Voilà. Oui, c'est le cas par exemple dans Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est les pages culture, mais débat aussi. Et on trouve des visions critiques d'écrivains aussi sur l'actualité. Et c'est un vieux mot français qu'on partage avec les Allemands et qui signifie aussi en France l'information sous le trait, en termes de typographie, d'imprimerie. Et c'était aussi revenir à cet âge de la presse aussi, à la fois aussi ce mélange débat-culture, ce qui est le fondement même de Feuilleton, et ancré aussi sur ce côté qui est l'identité de Feuilleton, qui est beaucoup de la traduction, beaucoup de... Voilà, donc... Et puis ce lien littéraire, évidemment, qu'on connaît à travers le roman Feuilleton, qui a eu ses heures de gloire fin 19e. Vous vous inscrivez tout à fait dans cette tradition du roman Feuilleton, de l'écriture narrative, donc elle était un petit peu perdue, un peu oubliée. Les Américains ont repris finalement au point qu'on pense que c'est eux qui ont inventé ça, alors qu'en fait non, on en trouve des traces seulement en France au 19e notamment. En fait, sur le roman Feuilleton lui-même, c'est plus du séquençage de romans. Enfin, il y a une prépublication. Ça, tout le monde le connaît. En fait, la plupart des journaux prépubliés, que ce soit Balzac ou Zola. Mais c'est pas ça qu'on fait. Par contre, quand je signalais qu'il y avait un lien, c'est sur le côté littéraire, puisqu'à l'intérieur de Feuilleton, on partage à la fois de la traduction de grands reportages étrangers, mais aussi des nouvelles littéraires. Et c'est là où on se place plutôt du côté d'un modèle anglo-saxon, qui est celui du New Yorker ou de Granta ou d'Harper's par exemple, qui ont toujours eu cette tradition de mélanger la littérature et le journalisme avec une sorte d'émulation collective. Et c'est aussi ce qui explique que la nouvelle littéraire soit de si bonne qualité aux États-Unis, c'est parce qu'aussi il y a plusieurs journaux très bien diffusés qui s'en occupent. Après, pour ce qui est de longue forme et de journalisme narratif, évidemment, il y a eu des grands modèles en France et il y a encore du journalisme narratif de qualité en France. Les grands modèles, on les connaît, et c'est lié aussi, et c'est toujours la question, c'est lié au format qui existe dans le pays. S'il y a un journal qui peut s'en emparer, qui peut financer ces reportages-là, évidemment, il y a une école qui s'installe. Et donc, en France, ça a été aussi beaucoup autour de François, avec Kessel, il y avait des papiers de Sandrars aussi à l'époque. Et ça ne s'est pas perdu, puisque des grandes heures de Libération, il y a eu des longs papiers, et une très bonne qualité. On citait Jean Asfeld tout à l'heure aussi. Il y en a pléthore. Et évidemment, ça n'était pas mort quand c'est arrivé, parce que ce serait bien présomptueux de le dire. Par contre, ce qu'on avait envie de montrer dans Feuilleton, c'était tout ce journalisme, entre autres, c'est très américano-centré aussi, et un peu anglais, qui s'est développé, qui, lui, n'a jamais perdu en qualité, on va dire, aux États-Unis, puisqu'il y a plusieurs journaux très très bien diffusés, qui sont donc Harper's, le New Yorker, entre autres, Esquire, mais aussi Vanity Fair, qui a changé depuis les années 2000 et qui est de plus en plus vers du long format, qui ont créé donc une certaine forme d'école, une grande qualité dans les reportages, avec la création aussi dans les années 70 de ce qu'on a appelé le nouveau journalisme, au travers de ce qu'a théorisé Tom Wolfe, mais avec des journalistes aussi différents que John Lyon, Hunter Thompson, pour un journalisme plus gonzo, ce qu'on a appelé journalisme gonzo, mais aussi Norman Mailer. Mais il y en a pléthore. Et tu rappelles dans le dernier numéro de Feuilleton, Guy Thalès, qui avait été un petit peu oublié. Oui, alors Guy Thalès, nous on y tient assez, parce que c'est Tom Wolfe lui-même disait qu'il était le vrai père du nouveau journalisme, mais sans le savoir. C'est quelqu'un qui faisait juste son travail et
et qui installé, on va dire, sans que ça soit théorisé par Tom Boyle, parce qu'il y a le fameux livre de Tom Boyle dans lequel il explique un peu, on va dire, le dogme de ce nouveau journalisme en disant qu'il va falloir un narrateur, justement, il mélange un peu narrateur-journaliste dans cet entremêlement entre fiction et journalisme. Il va falloir installer un jeu omniprésent, instaurer des dialogues dans leur intégralité, mettre en place des scènes, en fait prendre à la fiction ces outils de dramaturgie pour les instaurer dans le journalisme et mettre en scène avec tout ce que ça peut comporter aussi de problématiques sur la véracité des faits. Donc c'est la fameuse question qui se pose. Pour certains de ces journalistes-là, dont on s'est aussi beaucoup posé la question, par exemple, au journaliste polonais Kapuscinski, enfin, même ça a été remis en cause à travers la biographie. Oui, Guet à l'aise, c'est quelqu'un qui tout simplement le faisait avant que ça soit, disons, à la mode. Et surtout, il a commencé comme journaliste sportif au New York Times. Ouais. C'est ce qui nous ramène à notre sujet, c'est pour ça. Mais il était d'ailleurs assez décrié au New York Times parce qu'on l'a envoyé sur des événements et lui s'intéressait, par exemple, quand il y avait un match de boxe, il s'intéressait à celui qui sonne le gong. Dans le match, il se disait tiens, je vais faire un sujet sur lui plutôt que sur l'événement lui-même. Et il disait je n'aimais pas écrire sur les événements sportifs, je voulais écrire sur les hommes. J'ai ainsi privilégié le récit du boxeur vaincu, de l'entraîneur de chevaux et du gars chargé de sonner la cloche entre les deux rangs. C'est ce que tu écris toi dans ce petit résumé de qui était l'Italien, de son reportage sur Frank Sinatra. Il y a le fameux reportage qui s'appelle Sinatra un rhume. C'est son plus grand reportage qui est paru dans l'Esquire, qui traite une sorte de morceau de bravoure, de journalisme, vraiment. Ces Sinatra sans jamais le rencontrer. Il tourne autour. C'est un Sinatra qui est entouré de sa cour quasi mafieuse. Entre New York, Los Angeles, il doit enregistrer un grand show pour CBS, je crois. Et c'est vrai que c'est assez étonnant comme reportage. Totalement embarqué là-dedans, et puis avec une espèce de connaissance intime à la fin de qui était cet homme-là, semble-t-il inaccessible avec son aura. Et en même temps, lui est tout aussi intéressé effectivement par les gens de l'ombre, les personnages qu'on dit secondaires, et aussi donc les vaincus, puisqu'il y a dans ce qui a été réuni sous forme d'anthologie, donc Sinatra un rhume. À l'intérieur, on trouve un article sur Floyd Patterson qui s'appelle le vaincu, et qui est sur qu'est-ce que c'est d'échouer, qu'est-ce que c'est de tomber. Donc Patterson est boxeur. Ouais. Il y en a un aussi sur Joe Louis, le grand boxeur, mais Joe Louis a 50 ans. C'est une autre manière de faire du journalisme sportif, c'est un angle différent. Donc il n'a pas été le seul après, tout simplement. Oui, voilà, donc pour revenir à Feuilleton, c'est ce type de reportage-là qu'on privilégie et qu'on, tout simplement, c'était un peu présomptueux la phrase, j'ai fait le journal que je voulais faire lire, mais tout simplement, moi, c'était des choses que je lisais. J'étais plutôt fanat de la presse donc anglo-saxonne. J'étais lecteur du Granta en Angleterre, qui est un format donc, entre le magazine et le livre, et qui à la fois croise des nouvelles littéraires, mais aussi du grand reportage, et ça a été créé comme ça. D'ailleurs, Bill Buffer, qui était rédacteur-chef de Granta, a écrit sur le hooliganisme. Un super livre, je ne me rappelle plus le titre, mais qui est Bourgois, trouvé. C'est une plongée dans le hooliganisme. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui d'ailleurs a beaucoup fait de ce type de reportage, puisque après il en a fait un autre sur les cuisines, où il s'est intégré à un restaurant et il a arrêté le journalisme depuis, puisqu'il a préféré être cuisinier à la fin de ce reportage. Et maintenant il tient un restaurant à Lyon, Bill Buford. Mais Bill Buford, c'est l'exemple de ce journalisme qu'on a appelé narratif, où il a, à travers Granta, créé donc, le premier. Et heureusement, ça ne s'appelait pas MOOC, mais la première, donc c'était un quarterly, trimestriel, et on pourrait très bien dire un trimestriel pour ce type de revue, qui... Il ne faut pas dire que Granta, c'est une revue très littéraire. Très journalistique aussi. C'est vraiment très journalistique et très littéraire. Ah oui, oui. Dans le milieu des lettres en ça fait référence. Ça fait référence, mais il a récupéré ça, il était étudiant à Cambridge, je ne sais plus, c'était en 79. Lui, il était américain.
était à Cambridge. Il a repéré cette revue qui était une revue moribonde, je ne sais pas, c'était l'équivalent d'une revue de fac, vraiment, qui était donc, je crois, le nom même de la rivière à Cambridge, il me semble. Et il récupère ça, et il est plein d'idées. Il monte il change tout, le format, la périodicité, qui va écrire. Il en fait un petit livre, donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur cette forme-là dont maintenant les Français se gargarisent presque de l'avoir créée, alors que bon, ça a 30 ans. Et ils sont arrivés donc avec cette nouvelle formule, et ça a été non pas un succès immédiat, mais au fur et à mesure ça s'est imposé jusqu'à devenir un succès assez incroyable en Angleterre, puisque Granta s'est vendu dans les années 80 à 100 000 exemplaires. Pour une revue, c'est absolument incroyable. Et avec des plumes donc aussi variées que Kapuscinski, Salman Rushdie, enfin c'était un mélange littéraire et journalistique et de très bons reportages, qui n'étaient pas littéraires, avant que Bill Buford lâche Granta et devienne directeur de la fiction au New Yorker. Alors, toi qui crées Feuilleton, il y a déjà des reportages de sport dans Feuilleton. Ça te donne envie très vite de créer cette revue consacrée entièrement au sport, en fait, où il y aura d'ailleurs, je trouve, un peu moins peut-être de traduction, mais beaucoup plus de contributions de journalistes et d'écrivains français. C'est lié aux deux, c'est-à-dire que l'identité de Feuilleton est vraiment liée à la traduction. Les 3/4 du journal sont composés de reportages que nous, on voulait voir traduits, qui nous paraissaient, je pense à des journalistes comme William Longuevicheux, David Rahn, Philippe Gourevitch, par exemple, où effectivement il y a d'autres reporters comme d'autres journaux qu'on a essayé de faire découvrir. Il y a les reportages qu'on trouve dans le 12e format polonais, ou par exemple l'Etiqueta Negra, qui est une revue du Pérou, qui est une sorte de New Yorker sud-américain. Revue allemande aussi. Oui, suisse-allemande, qui s'appelle Reportagen, qui est très très bien, qui font à peu près, nous on trouve les meilleurs reportages en ce moment dans cette région-là. Et donc c'est très traduction. Et effectivement, ce n'était pas l'ambition de départ et on n'allait pas la changer. Mais dès le 2e numéro, il y a un reportage du New Yorker qu'on a publié, qui nous a passionnés, qui était un reportage de Philippe Gourevitch. Philippe Gourevitch, c'est vraiment une des sommités qui a dirigé aussi la Paris Review à New York, et qui est une sommité sur la question, qui a suivi les événements au Rwanda pendant le génocide. D'ailleurs, avec Jean Asfeld, ils sont assez proches. Et quand il est revenu aux États-Unis, il a écrit d'abord un livre sur le génocide, puis a continué à suivre la situation au Rwanda. Et récemment, il s'est rendu pour faire un reportage sur l'équipe cycliste rwandaise, autour de son entraîneur, donc, qui s'appelle Geoff Boyer, qui est un ancien champion, peut-être qui fait 9e, c'est ça, sur le coup, je ne sais pas. Si à l'époque, vous avez suivi ou pas. Et donc, Geoff Boyer et le reste de l'équipe cycliste qui mélange autant les Hutus que les Tutsis et qui permettait aussi à travers cet article de parler de ce pays qu'on conjugue essentiellement au passé, d'en parler d'une manière différente à travers cette équipe cycliste. Ce qui était intéressant aussi dans ce reportage, c'est qu'il ne cachait aucune des zones d'ombre de Geoff Boyer, puisque ce Geoff Boyer en question lui-même était dans une recherche d'une certaine forme de pardon, on va dire, puisqu'il avait été condamné aux États-Unis pour une affaire de pédophilie. Et c'était aussi la question, nous, qui nous intéressait la question de la seconde vie. Est-ce qu'on a cette possibilité-là? Parce qu'en plus, face à ce crime-là, c'est une espèce de condamnation collective. De toute façon, cette personne ne fera rien après. Et la question de Geoff Boyer, c'était lui-même une espèce de fuite en avant qui allait jusqu'en Afrique. Et dans ce même numéro, il y avait un article je crois, Daphne Merkin du New York Times qui était sur Mike Tyson, et qui s'appelait Mike Tyson en banlieue. Le titre anglais, c'est Suburbanization of Mike Tyson, et qui était sur cette vie que vit Mike Tyson et qu'on peut voir un peu dans quelques minutes dans Very Bad Trip, je crois. On croise Mike Tyson, ses pigeons, et son tigre et sa maison de banlieue. Et c'était un portrait de Mike Tyson qui montrait, d'ailleurs, à la fois sa passion des pigeons, puisqu'il est connu aussi pour ça. Il fait des courses de pigeons, et ça depuis qu'il est petit.
Ou même il dit avoir découvert sa force parce qu'un de ses gamins, un de ses collègues avait tordu contre son pigeon, il l'a massacré ce jour-là. Et aussi, c'était un portrait, vraiment un portrait extrêmement touchant de Tyson, qui ressemblait d'ailleurs au documentaire qui a pu, je ne sais plus comment s'appelle le documentaire filmé, Portrait de Tyson, donc il doit s'appeler Tyson. Et donc voilà, ça on a publié dans le numéro 2 de Feuilleton, et puis on a eu des réactions extrêmement positives des lecteurs, des journalistes qui avaient lu, mais surtout des lecteurs. Presque une demande de multiplier ça. Nous, on n'avait pas l'envie non plus de phagocyter la revue autour du sport, et puis c'était pas l'ambition, on voulait vraiment rester généraliste. Mais par contre, on s'est posé la question, donc c'est peut-être qu'il manque quelque chose, peut-être que dans ce type de revue qui, par leur périodicité et par leur taille, ne se pose pas la question et de la longueur, et d'envoyer assez loin, et puis de laisser le temps aux journalistes. Donc on a commencé à imaginer des sports à partir de la publication. C'était d'une pierre deux coups, c'était plus, ça répond à quelque chose. On pourrait imaginer une revue à une périodicité moindre, enfin peut-être semestrielle, on est en train de le bloquer sur un semestriel, qui questionne tous les sports, sport féminin aussi, ne détache pas entre guillemets, le loisir avec la définition du désport. Donc c'est ce vieux mot français qui ne séparait pas les sports de l'esprit de ceux du corps, on va dire. Donc c'est pour ça que dans le premier numéro, il y a Jean Asfeld, on a voulu rééditer ce reportage qu'on trouvait assez représentatif, qui est sur les échecs à Sarajevo, la place des échecs à Sarajevo, avant le conflit, pendant le conflit et après. Puisqu'avant, c'était la place forte des échecs, avec entre autres, par exemple, la venue qui était possible de Gasparov à l'époque à Sarajevo. Donc c'est ce qu'on a voulu faire à travers des sports, mais croiser aussi, comme vous le signaliez, des plumes littéraires beaucoup plus, mettre des journalistes. Donc il y a Jérôme qui d'ailleurs a écrit en numéro 2 un article sur le basketteur Magic Johnson. C'est un peu normal, hein, on en parlait tout à l'heure, mais Jérôme a beaucoup suivi les sports américains pendant 8 ans aux États-Unis pour l'équipe. Il était reporter, et on va en parler tout à l'heure. Et donc, effectivement, des plumes comme Jérôme, vous avez cité Lionel Froissart, qui à Libé travaille sur le sport, mais d'autres qui sont des spécialistes, mais aussi on a voulu confronter avec des écrivains, enfin demander à des écrivains de faire du reportage. Donc à Bernard Chambaz qui, de chaque numéro, nous a fait un article. Dans le premier, c'était un abécédaire de la petite reine belge, donc sur le vélo belge. C'était un abécédaire un peu joyeux comme ça. Le deuxième numéro, c'était une histoire de la Gazzetta dello Sport, dans une volonté de faire une espèce d'historique de la culture sportive, culture populaire sportive. Dans le premier numéro, on avait fait les vignettes Panini, et l'histoire des vignettes Panini jusqu'à même la création par Giuseppe. Et dans le deuxième numéro, c'était la Gazzetta dello Sport, ce qui est très intéressant d'ailleurs sur la création. Tout à l'heure, vous rappeliez l'historique français, mais la Gazzetta, et d'ailleurs Bernard Chambaz avait écrit un livre sur Puccini, et c'est comme ça qu'on lui avait proposé, parce que dans son livre sur Puccini, au début, il racontait que Puccini était un des premiers lecteurs de la Gazzetta dello Sport, qui à l'époque n'était pas rose, mais vert pâle. Donc c'est aussi sur l'histoire des couleurs, jusqu'à même, c'était assez étonnant de voir comme ça l'évolution d'un journal sur un siècle, qui montre aussi l'évolution d'un pays, mais aussi l'évolution de la place du marketing dans la presse, puisque la Gazzetta n'a pratiquement jamais changé la couleur de son journal, toujours rose, un rose assez spécial, sauf assez récemment pour la promo de Shrek, où ils ont passé tout en vert, et ce qui a montré qu'un annonceur pouvait changer aussi de manière très prégnante, même jusqu'à la couleur d'un journal. Alors la couleur politique, ouais, ça c'est aussi possible. Et Bernard Chambaz vient d'en faire un là où il a fait une diagonale à vélo de Madrid à Stockholm sur les traces d'un ver énigmatique de Blaise Cendrars dans la pelouse du Transsibérien. Donc voilà, on est presque plus littéraire que sportif par moment, et il y a des gens comme ça à qui on propose. Ça a été Louis Sepulveda, mais aussi Maïlis de Kerangal qui a écrit sur les basketteuses de France. Et qui, dans le dernier, a rencontré Jean Le Cam avant
remporte la Transat Jacques Vabre avec Vincent Guillaume, et qui retenait du Vendée, enfin, plus longtemps du Vendée Globe, mais c'était plus entre deux, entre le Vendée Globe et la Transat Jacques Vabre. Donc voilà, c'est à peu près pour des sports. Puisqu'on parle d'économie, je voulais vous demander à Adrien lui-même comment il a pu lancer ça aussi jeune. Alors, je crois savoir que tu es actionnaire majoritaire avec ta famille, et tu as Pierre Berger. Comment tu as pu démarcher Pierre Berger qui est déjà investi dans beaucoup de médias. L'actionnaire commun. Oui, actionnaire commun avec le nom, avec le développeur, c'est avec 89 maintenant, avec TQ, etc. Ah bah plus TQ, il l'a vendu. Oui, il a vendu. Pour 1 euro. Et voilà, et est-ce que économiquement... Un autre Ogier, qui est en train de racheter d'autres produits. Est-ce que économiquement c'est dur? Est-ce que vous avez atteint votre seuil de rentabilité ou pas? Il y a deux questions. Donc, sur l'origine de Feuilleton, le projet, je l'avais fait avec 3 bouts de ficelle pour faire un numéro 0 d'abord. Parce que le problème souvent, pour des lancements de projets, c'est des grandes idées un peu vagues qui ne précisent pas ce que ça va être. Donc, nous, on savait très exactement ce qu'on voulait faire. Donc ça a été fait à la base d'un numéro 0 pour aller voir des actionnaires. Et après, les actionnaires qui ont été ciblés l'ont tous été en fonction d'une espèce d'une histoire ou d'une légitimité. Que pour nous, ça ne soit pas des portes directement claquées, parce qu'on savait qu'il pouvait y avoir un intérêt pour Pierre Berger. Il avait été aussi l'actionnaire historique de Courrier International, et on avait un peu vocation à faire une sorte de Courrier International des revues, et on pensait que le discours qu'on allait tenir allait rencontrer une certaine forme d'écho, ce qui a été le cas immédiatement. Et puis après, chacun des actionnaires a apporté quelque chose en plus. Victor Robert, c'est aussi parce qu'il avait monté l'effet papillon, qui était sur une actualité décentrée, et qu'on a pu développer des choses avec lui aussi du côté transmédia. Donc on a aussi un actionnaire qui est avocat, qui nous a permis de monter toute la structure juridique à moindre frais. Enfin voilà, tous les gens ont apporté quelque chose. Et moi, à titre personnel, j'ai pas de fortune, je n'ai pas de famille non plus richissime, et c'est un emprunt comme si j'avais choisi de faire une université américaine et je payerais peut-être mes dettes toute ma vie, même pas. Et en tout cas, les 51%, c'est pas à la hauteur, donc c'était une levée de fonds de 180 000 € pour monter Feuilleton, et ça ne correspond pas à 90 000 € ou 92 pour faire 51, puisque c'est des catégories d'actions qui sont différentes, des actions préférentielles, on va dire, de créateurs, qui sont donc valorisées à leur part de création. Donc j'ai pas mis autant, j'ai mis 50 000 € que j'ai emprunté à une banque, que je rends tous les mois. Voilà, donc c'est une construction comme ça. Après, s'agissant de la rentabilité, Feuilleton a très bien démarré, puisque les premiers numéros sont vendus à 15 000 exemplaires, donc c'était pour le prix de vente et pour notre seuil qui était à 12 000, c'était très bien. Puis on a subi une érosion naturelle entre aussi un effet de nouveauté et ce qu'on a fait après, et puis aussi la multiplication des revues en librairie et de plus en plus une certaine forme d'anonymat dans ces revues. Après, là, on constate pour nous une sorte de regain aussi parce que certaines s'essoufflent qui sont arrivées sur des concepts un peu mélange de fourre-tout de tout. Et on voit aussi qu'il y a un attachement des libraires à certains titres, dont on en bénéficie. Après, on a dû nécessairement revoir notre pagination en fonction de nos ventes réelles. Et c'est pour ça qu'on est passé la deuxième année de 256 pages à 192, et ce qui nous a permis d'être cohérents vis-à-vis de nos ventes, et ce qui est toujours le cas des sports, et par contre un modèle économique un peu différent, puisqu'il y a un peu d'annonces dedans. Il y a plusieurs annonceurs qui sont Lacoste, ASICS et non, pas encore, mais il y a Decathlon, en fait, une fondation d'art là, qui est pas loin, Oxylane, qui est une fondation d'art. Et on est allé voir des annonceurs avec un plan qui n'était pas du tout celui que font les magazines de kiosque actuels, c'est-à-dire soit de brader. On est vraiment arrivé en présentant quelque chose de différent et en disant
On a une charte graphique qui est plus du côté de l'illustration. Alors, si on le fait, si on part avec des annonces, par contre, on vous propose à partir de 3 illustrateurs de les refaire entièrement. Y compris, on a mis un prix de vente de la page très élevé par rapport au prix du marché. Et on va dire peut-être le côté plus rare, plus de qualité à jouer, et ce qui nous permet d'avoir un poids mort très très bas sur des sports. Il est à 3000 exemplaires et qui baisse à chaque fois qu'on a donc, de nouveaux annonceurs. Et il est largement atteint puisque le premier a fait 10 000 exemplaires pour des sports 1 et que les suivants sont sur un rythme de 6 000 à 7 000 exemplaires. Donc on est plutôt confiant, surtout que c'est le début sur des sports. C'est un produit plus luxueux parce qu'il n'est pas broché, il est cartonné, donc c'est plus coûteux à faire. Et en plus, vous faites des choix originaux, oui, puisque le dernier exemplaire avec la balle de tennis découpée est particulièrement réussi. Ouais, après, ça coûte... On m'a volé, d'ailleurs, j'espère bien le récupérer un jour. Après, c'est pas... le prix de vente est plus élevé, donc c'est un petit beau livre, on le définit un peu comme ça, et c'est cartonné parce qu'on s'était dit aussi que, on va dire, au domaine le plus décrié, le plus méprisé peut-être, on avait donné une certaine forme de noblesse en librairie, même si c'était le côté décrié ou méprisé, c'est assez finalement pas le cas, parce que justement on le voit avec les écrivains et le rapport des libraires aussi, c'est plutôt bien vu. Et non, donc économiquement, ça peut durer, c'est ça l'important. Mais c'est vrai que c'est très léché. C'est très. Alors c'est le côté aussi génération 5D. Ça touche à peu près tout, hein, ça magnifie tout. C'est aussi le problème. Après, je vais prendre l'exemple de la confrontation du même sujet. Voilà. Moi, celui que j'ai vu, c'était sur le cercle des nageurs à Marseille. Et j'ai lu celui d'Ariane Chemin dans mon magazine. Et c'est dommage que l'angle d'Ariane Chemin n'ait pas du tout été traité dans celui d'Intérieur Sport, qui était vraiment le club de Manodou, avec des gros plans comme ça, en hélicoptère. Ça remonte et on voit, effectivement, c'est très beau le cercle des nageurs, c'est le bloc béton le long de la corniche à Marseille. Enfin, bon, voilà. C'est un club historique. Oui, c'est un club historique, on racontait. En plein air, ce qui n'est pas possible partout. Oui, mais ce qui d'ailleurs était passionnant sur le relais entre ceux qui viennent du water polo, ceux qui sont la nage et les passages entre les deux, les familles historiques de Marseille qui sont. Mais en fait, tout l'angle d'Ariane Chemin, c'était, et qui n'était pas du tout là-dessus, c'était la mairie de Marseille se joue au cercle des nageurs. Ce qui était vrai, et ce qui était, le papier expliquait ça, c'est l'un des clubs historiques, mais comme il y en a beaucoup, comme le Racing à Paris, comme d'autres, le sport a toujours été, d'ailleurs c'est un des angles intéressants, nous on l'a fait dans chaque numéro à travers un article, enfin une section qu'on appelle Bienvenue au club, mais c'est vraiment l'idée du club, c'est-à-dire comment on se sert du sport pour faire des affaires aussi. Le lieu de rendez-vous du sport donc amateur, et dans il y en a je crois que dans le premier ça s'appelait Adada sur le minerai, qui était sur les expats et les clubs hippiques. Et le cercle des nageurs, ça aurait été très bien parce que l'article d'Ariane Chemin montrait que les grandes familles marseillaises étaient là, que se réunissaient là, que les bons procédés, les échanges entre parties se jouaient là, et dont une fameuse scène de Guérini interpellant Muselier, je crois, et l'insultant au cercle des nageurs devant les journalistes. Donc voilà, c'est vrai que c'est l'exemple typique, et là on a du commentaire, même pas du commentaire sportif, de presque la carte postale qu'a pu faire Intérieur Sport, qui est intéressante en soi, dans un après-midi dimanche un peu vaseux, mais à regarder de loin. Et l'article qu'on lit samedi matin dans le magazine du Monde, qui là était bien fait, et où on se dit, j'ai appris quelque chose, enfin j'ai vraiment appris quelque chose sur, que j'aurais appris sans doute sur aussi, comment il s'appelle, je ne sais plus, le club à Paris où ils escriment aussi, et t'as pas mal de patrons. Un autre club que l'on peut Racing. Ça me regarde. Ouais. Croquathlon. Ouais, la Croquathlon, oui, mais qui fait les installations du Racing. Historiquement, ouais. La Croquathlon, d'ailleurs les Jeux Olympiques ont eu lieu à la Croquathlon en 1900.
Ouais. Mais donc du coup c'est un peu la même chose que, enfin, c'est un peu ce qu'on trouve aux États-Unis à travers aussi les clubs d'université, tout ça, mais je trouvais que c'était effectivement dommage sur le même sujet, un qui était poil à gratter, parce que, tout comme elle avait fait sur Ajaccio, et un qui était gentil, mais qui n'allait pas plus loin.